beaucoup pour cette invitation. Moi, je vais parler de quelque chose dont on parle peu, c'est que fait-on aux patients, que fait-on dans leur cerveau? On voit des images, on voit des IRM, on fait des PL, mais finalement, on ne sait pas bien ce qui se passe dans le cerveau des patients. Donc, très succinctement, je reprends l'hypothèse physiopathologique, mais vous allez voir, c'est beaucoup plus simple. On a des plaques amyloïdes qui sont ici. Alors, voilà, j'ai volontairement montré ça parce qu'on va en avoir besoin tout à l'heure. Donc là, ce qu'on voit en bleu, ce sont les noyaux des neurones. Donc on a un faible grossissement. En marron, en marquage immunohistochimique, ce sont les plaques amyloïdes. Et là, on voit deux très jolis vaisseaux qui sont marqués par l'amyloïde, puisque en neuropathologie, 90% des patients ont une angiopathie amyloïde. Et ça, il faut vraiment l'avoir présent à l'esprit quand on fait des immunothérapies anti-amyloïdes, parce qu'on va le voir, on aggrave ce phénomène. Ces dépôts extracellulaires d'amyloïdes sont, l'hypothèse en tout cas, est qu'ils entraînent une phosphorylation de la protéine Tau, et ce dont parlait Jacques à l'instant, ce sont les dégénérescences neurofibrillaires. Cette fois, on a un fort grossissement, les noyaux sont ici, donc c'est incomparable par rapport à la taille qu'on voyait au-dessus, et on voit des dépôts intraneuronaux de Tangle, c'est ce qu'avait dessiné Alois Alzheimer. Si si on continue l'hypothèse voilà, donc ceci entraînerait la mort neuronale et l'altération cognitive. Et en fait, l'hypothèse des immunothérapies amyloïdes, tout repose là-dessus. Hein, la cible amyloïde repose sur cette hypothèse. Donc si elle est mauvaise, bien, on a perdu quelques années. Mais on ne pouvait pas le savoir a priori. Donc la question est, que fait-on quand on enlève l'amyloïde ou les dépôts amyloïdes ou quand on diminue la production d'amyloïde? Donc la première publication qui prouve le concept de la vaccination anti-A-bêta, c'est en 99 dans Nature, c'est Delchenk, qui a vacciné à gauche des souris jeunes de 6 semaines, à droite des souris plus âgées de 11 mois. Donc à gauche, c'est une souris qui n'est pas vaccinée. Donc ça, c'est un faible grossissement, ça, c'est un plus fort grossissement. Et à droite, c'est une souris qui est vaccinée. Et ce qu'on voit, c'est que quand on vaccine les souris jeunes, c'est-à-dire les stades précoces de la maladie, si on veut faire un raccourci, eh bien, on diminue la formation des plaques. En gros, on prévient l'apparition des plaques. Chez des souris plus âgées, ce qui représente, en tout cas à l'époque, les patients, eh bien, à gauche, c'est non immunisé, à droite, c'est immunisé. Ce qu'on voit, c'est qu'on a une diminution des plaques, donc on nettoie le cerveau de ces plaques, et puis il y avait une amélioration cognitive. Donc bien sûr, ça a éveillé beaucoup d'espoir, hein, et on est allé très vite. Alors, vous ne voyez pas, mais moi je vois des trucs sur l'écran. On est allé très vite sur une phase 1 chez l'homme, qui s'est plutôt bien passée. Donc il y avait 4 centres en Angleterre, ils ont inclus chacun 20 patients, et il y avait une vaccination au début seul, et comme la réponse immunitaire n'était pas suffisante, ils ont ajouté un adjuvant qui était le QS21. Comme la phase 1 s'était bien passée, ils vont continuer sur une phase 2 qui était multicentrique en Europe, aux États-Unis, 300 patients. Et là, ça s'est arrêté très vite puisque beaucoup de patients ont fait ce qu'on a appelé à l'époque des méningoencéphalites et un cas a été fatal. Donc, de cette étude-là, sur la phase 2, on n'avait pas véritablement de résultats cognitifs puisque aucun patient n'avait eu toute la séquence de vaccination. Donc, les Anglais ne se sont pas arrêtés à l'arrêt de la phase 1 ou de la phase 2. Ils ont proposé aux patients d'être suivis, puis de donner leur cerveau pour la recherche. Donc, ils ont des suivis de patients sur 6, 8, 10 ans. Et puis, certains patients ont donné leur cerveau pour savoir que se passait-il dans leur cerveau une fois qu'ils étaient vaccinés. Alors, l'avantage de la vaccination, c'est qu'on a nos anticorps toute notre vie et que si on décède 10 ans après, eh bien, on est censé avoir encore des anticorps, ce qui n'est pas le cas de l'immunothérapie passive ou des inhibiteurs de BACE1. Donc, le premier cas qui a été publié, c'était le neuropathologiste de Southampton qui l'a publié, James Nichol, et qui sur des grandes coupes, alors ça c'est très difficile à faire, a montré que, vous voyez ici, il y a des dépôts amyloïdes chez un patient qui n'avait pas été vacciné. Ce sont les petites taches marron que l'on ne voit pas très bien avec la lumière, mais en tout cas, il faut croire sur parole, là, il n'y en a plus du tout. On le voit bien ?
Il avait montré également qu'il y avait une infiltration de microglies, de lymphocytes T et de macrophages. À plus fort grossissement, voilà ce qu'on voyait. Donc ça, c'est un patient qui n'est pas vacciné. Donc il y a des dépôts amyloïdes extraneuronaux partout. Et vous voyez, là, on en voit très bien dans les vaisseaux. Et là, c'est le patient qui est décédé précocement et qui avait été autopsié. Et on voit qu'il y a une disparition de la bêta dans le parenchyme. Mais vous voyez, il persiste de l'angiopathie amyloïde. Donc ça, c'était le premier cas qui a été publié. Et puis, par la suite, ils ont eu plus de cerveaux, donc au début 8, 10, au fil des publications, le nombre de cerveaux augmente. Donc la première étude qu'ils ont montrée, c'était sur 13 patients qu'ils ont comparé à des patients non traités. Alors l'inconvénient de ces études, c'est qu'il y a un seul cerveau placebo. Donc c'est toujours un peu difficile, c'est toujours un peu contestable du point de vue des reviewers. En tout cas, ce qui a été montré, c'est qu'il y avait une disparition, un nettoyage de la bêta. Donc vous voyez là encore, patient contrôle qui n'a pas été immunisé et un patient qui est immunisé. Et quand on fait des quantifications automatisées de la charge amyloïde, eh bien vous voyez, c'est indiscutable, c'est extrêmement diminué et extrêmement significatif. Si on regarde les cas 1 à 1, eh bien cette diminution, elle est variable. Elle est variable pour plusieurs choses, en fonction de la réponse immunitaire et en fonction du délai de la vaccination par rapport au moment de l'autopsie. Donc ça, c'est un patient non immunisé, le sujet contrôle. Ça, c'est le premier cas, ainsi de suite. Et vous voyez, il y a certains patients qui n'ont plus de dépôt à bêta et d'autres patients qui ont encore beaucoup de dépôts à bêta avec plus ou moins d'angiopathie amyloïde. Ensuite, compte tenu des effets secondaires avec une augmentation des images d'angiopathie amyloïde, une augmentation des images inflammatoires, et puis cette constatation qu'on avait en neuropathologie de l'augmentation de l'angiopathie amyloïde, l'équipe de Southampton a quantifié la bêta qu'on retrouvait dans le parenchyme versus la bêta qu'on retrouvait dans les vaisseaux en fonction du délai entre la vaccination et l'autopsie. Et en fait, ce qu'on voit, ça, c'est un patient qui est non immunisé. Un patient immunisé qui est décédé 4 mois après l'immunisation. Donc, il a encore de la bêta dans le parenchyme et aussi dans les vaisseaux. 20 mois après, il n'y a plus rien dans le parenchyme, mais on en voit encore dans les vaisseaux. Et 60 mois après, eh bien, on ne constate plus de la bêta. Donc, si on fait des quantifications, en noir, c'est la bêta qu'on trouve dans le parenchyme. En blanc, c'est la bêta qu'on trouve dans les vaisseaux. Et vous voyez, chez les sujets non traités, c'est surtout dans le parenchyme et un peu dans les vaisseaux. Et chez les sujets traités, eh bien, il y a une diminution significative dans le parenchyme et il y a une augmentation significative dans les vaisseaux. Et donc ça suggère l'hypothèse que la bêta, de façon naturelle, mais surtout après vaccination ou par les immunothérapies, on le vérifie tous les jours, notamment avec l'aducanumab qui élimine beaucoup d'A-bêta, eh bien, ça suggère que la bêta est éliminée par les vaisseaux et qu'il y a un phénomène aigu d'élimination avec une angiopathie amyloïde aiguë. Et une fois que la majorité d'A-bêta est éliminée, il y a une diminution de ce phénomène. Donc, que fait-on sur la tau? Parce que c'est bien joli de diminuer la bêta, mais finalement, si on agit que sur un mécanisme, ça ne va pas résoudre le problème. Et selon l'hypothèse amyloïde, les deux sont liés. Donc, ce qu'on a vu en faisant des quantifications de la tau, eh bien, c'est qu'il y avait une diminution de la phosphoto, mais en fait, dans les plaques amyloïdes, la plaque, elle est composite. Elle a un cœur d'amyloïde et une couronne de phosphoto. Et probablement que quand on quantifie la phosphoto comme on l'a fait globalement, eh bien, il y a une diminution parce que lorsqu'on élimine la plaque, on emmène la phosphoto qui est en périphérie. Donc, on emmène ce qui est plus autour de la plaque. Voilà, tout ce qui est très périphérique. Par contre, quand on compte les dégénérescences neurofibrillaires, c'est-à-dire les petits événements comme ça quand on les compte, eh bien finalement, c'est comparable entre les sujets non traités et les sujets traités. C'est-à-dire que la vaccination, en tout cas celle-là, diminuait la bêta, diminuait la phosphoto qui se retrouvait autour de la bêta, mais n'agissait pas
sur les dégénérescences neurofibrillères. Et ça, il y a deux informations là-dedans. C'est que, un, ça n'agit pas sur la taux. Non seulement ça n'élimine pas la taux, mais en plus, ça ne freine pas le processus, puisque ces patients-là ont la même quantité de dégénérescence neurofibrillaire que des patients qui n'ont pas été traités, c'est-à-dire que la taux a continué à diffuser d'un neurone à l'autre. L'inflammation, on en a parlé un peu puisqu'il y avait des méningoencéphalites. Alors là, il faut savoir que quand on fait les autopsies, on est très longtemps après le phénomène aigu d'élimination de l'angiopathie amyloïde. Donc, ce qu'on a montré au niveau de l'inflammation et des cellules microgliales, eh bien, il n'y avait pas de différence de nombre de cellules microgliales. Par contre, il y avait une diminution de l'activité microgliale. Donc, c'est pareil, l'hypothèse reste la même, c'est que probablement il y a un phénomène aigu inflammatoire avec une élimination de la bêta, et puis après, ces phénomènes inflammatoires diminuent puisque probablement la réaction inflammatoire dans le cerveau des patients et en relation avec la présence de la bêta. Donc si on repart du schéma très simpliste que j'avais fait, on se dit mais que fait-on si on enlève les dépôts amyloïdes? Et finalement cette question que personne ne s'était jamais posée, c'est, enfin moi qui me paraît évidente, c'est que fait-on sur les neurones? Donc l'objectif de mon travail de postdoc à Southampton, c'était ça. Quelle est la conséquence de tout ça sur les neurones des patients? Donc on a eu quelques résultats un peu surprenants. On a repris les mêmes cerveaux, il y en avait un petit peu plus. On a comparé les sujets vaccinés aux sujets non vaccinés. Et puis ce qu'on a montré, c'est que eh bien, les neurones, ils avaient un meilleur aspect. Alors c'est un peu compliqué pour calculer l'aspect, ça avait déjà été fait par Serrano Pozzo en 2010. Eh bien, on calcule ce qu'on appelle le curvature ratio. Et plus le curvature ratio est élevé, et plus ça veut dire qu'il y a des anomalies. Et donc nous, on avait montré, comme vous le voyez ici, qu'il y avait une diminution significative des anomalies des prolongements neuronaux. Donc les neurones paraissent plus sains. Mais probablement que ces neurones paraissent plus sains parce que les neurones qui restent sont les neurones sains. C'est-à-dire que quand on fait une quantification neuronale du nombre de neurones, eh bien, il y a significativement moins de neurones. Alors, ce n'est pas majeur, ce n'est pas comme la bêta, mais en tout cas, les patients vaccinés avaient moins de neurones. Et pour montrer ça, pour être certain que ce ne soit pas un effet de shrinkage des tissus, eh bien, on a calculé la distance interneuronale de telle façon d'avoir deux mesures pour confirmer cette donnée. Et là, on a montré qu'il y avait une augmentation de la distance interneuronale et une diminution du nombre de neurones. Ce qui va très bien également avec une augmentation de la spongiose. Alors, la spongiose, ce sont ces petits trous, ces vacuoles que l'on voit et qui ne sont pas autour des neurones, parce que ça c'est souvent un artefact, mais qui sont entre les neurones. Donc vous voyez là c'est un cerveau contrôle, ici c'est un cerveau immunisé, vous voyez que la spongiose est augmentée, et puis bien sûr on a pris des cas extrêmes pour que ce soit visuellement visible, visuellement clair. Là c'est un sujet contrôle, et ça c'est un sujet immunisé. Donc ils ont moins de neurones, et probablement que les neurones éliminés étaient des neurones malades, ce qui fait que les neurones qui restent ont un aspect plus sain. Donc la deuxième question qu'on s'est posée, c'est quelle est l'hypothèse derrière ça? Est-ce qu'on n'est pas en train d'aggraver la mort neuronale? C'était quand même une mauvaise surprise de voir que les patients avaient moins de neurones. Est-ce qu'on active les mécanismes de mort neuronale, ou est-ce que tout simplement on ne fait qu'éliminer les neurones malades, Et donc, on a étudié certaines voies apoptotiques et certaines voies autophagiques dans ces mêmes cerveaux. Donc là, je ne vais pas tout vous détailler, c'est juste pour vous montrer qu'on a étudié des protéines pro-apoptotiques qui sont toutes en lien, d'une façon ou d'une autre, avec la bêta ou la tau et avec la mort neuronale. Donc vous voyez, elles sont toutes en lien de façon directe ou indirecte avec la bêta, la tau qui est ici, puis la mort neuronale. Et l'autophagie, ça c'est pour vous rappeler que, pour ceux qui connaissent et pour ceux qui ne connaissent pas, que ATG5 qu'on a étudié est une étape très précoce de l'autophagie, alors que LC3 est une étape très tardive. Donc on a fait ces deux molécules pour encadrer le début et la fin de l'autophagie. Donc les résultats, ils étaient peu discutables, ils étaient évidents de façon visuelle, on n'a même pas besoin de quantifier.
on a montré qu'il y avait une diminution extrêmement significative de toutes les voies apoptotiques qu'on a étudiées. Donc vous voyez, c'est plus que clair, hein, et de façon assez intéressante, c'est qu'il y a une homogénéisation des patients immunisés par rapport aux patients non immunisés. Donc on éteint les voies apoptotiques que l'on a étudiées. Alors probablement, ça fait comme pour l'angiopathie amyloïde, il y a un phénomène aigu de mort neuronale, puis tout ça s'éteint, un phénomène aigu d'angiopathie amyloïde, un phénomène aigu d'inflammation, et puis tout ça s'éteint après. Pour l'autophagie, c'est moins clair, mais l'autophagie c'est beaucoup plus compliqué comme mécanisme et beaucoup plus discuté. Vous voyez, on a la dernière étape, c'est-à-dire la fin du mécanisme d'autophagie qui là est clairement diminué comme pour l'apoptose, alors que la première étape, l'autophagie semble s'initier quand même chez les patients qui ont été immunisés. Donc si on fait une synthèse de tout ce qu'on a pu observer jusqu'à maintenant, et c'est pas fini, l'équipe de Southampton continue à travailler sur ces cerveaux, malheureusement ce sont les seuls cerveaux issus des essais thérapeutiques, hein. Donc si on fait une synthèse, on sait qu'on a une diminution de la bêta, notamment au niveau des plaques, qui est variable. On sait qu'on a une phagocytose de la bêta par la microglie, mais ce n'est pas le seul processus, en tout cas ça a été montré. On sait qu'on a une diminution de la phosphoto, mais surtout de la phosphoto périphérique, et qu'on n'a aucun changement des tangles, donc probablement une persistance de la diffusion des protéines tau. On a une augmentation de l'angiopathie amyloïde, et ça c'est Emmanuel qui va en parler, des mécanismes inflammatoires pour certains cas. La leucoencéphalopathie, Emmanuel va en parler également, et on a une augmentation de la perte neuronale, on ne peut malheureusement pas dire autrement, probablement aiguë, et qui est secondaire à une augmentation aiguë de l'apoptose avec l'élimination de la bêta, et puis tout ça doit s'éteindre au long terme. C'est pour ça que l'hypothèse de traiter très tôt les gens nous permettrait probablement, enfin en tout cas ça n'est qu'une hypothèse, de préserver plus de neurones sains. Voilà, je vous remercie de votre attention.